d'étoiles dans le ciel? Et combien il y a-t-il de feuilles au bois? Dites-nous aussi combien de poils sous nos bras. Il était une fois une jeune fille. Cava. Cava n'a pas de famille. Enfin si, elle a un oncle. Yakov. Yakov habite à Odessa en Ukraine. Cava, elle, habite un quartier pauvre de Moscou. Oui, parce qu'en plus d'être orpheline, elle est pauvre, très pauvre, mais riche d'amour pour un apprenti boulanger. Laiser. Cava et Laiser se sont rencontrés à l'orphelinat. Et depuis tout petit, ils sont inséparables. Un homme, Reib Moshe, s'est longtemps occupé d'eux. Reib Moshe est ce qu'on appelle un bienfaiteur. Il s'occupe des pauvres et des orphelins. Et il se doutait qu'un jour, Cava et Laiser voudraient se marier. Et ce jour est arrivé. Ils aimeraient se marier. Mais un mariage, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'argent. Cava n'a même pas une robe convenable pour passer sous la roupa, le dais nuptial. Mais laissons pour l'instant le mariage de Cava et Laiser. Et intéressons-nous à Yankel, le schnorrer. Un schnorrer. Comment vous expliquer? Bon, vous voyez les riches, vous voyez les pauvres. Alors, quand les riches ont pris leur part du gâteau, que les pauvres ont ramassé les miettes, ce qui reste, c'est pour les schnorreurs. Mais le schnorrer de notre histoire, Yankel, lui, il ne se plaint pas de son sort. Il se dit que les choses sont bien faites en ce monde, que Dieu a créé les pauvres pour rappeler à ceux qui ont de donner à ceux qui n'ont pas. C'est sa mission sur cette terre. Et ce n'est pas rien. Rien, justement, ça fait 3 jours qu'il n'a rien mangé, Yankel. Et aujourd'hui, il a froid, très froid. Il a plu toute la journée. Il est en train de se transformer en flaque d'eau.
Pour survivre, Yankel marche, il marche. Il marche dans les rues de Moscou jusqu'à arriver devant l'auberge de Shimon, la plus grosse auberge de tout Moscou. Ça fait bien longtemps que plus aucun schnorrer ne passe la porte de cette auberge. Tous savent que c'est sans espoir. Shimon ne donne jamais rien à personne. Si, des courbettes et des sourires, il en donne à ceux qui le payent en retour de ses services, mais les schnorreurs, eux, savent qu'ils n'ont qu'à passer leur chemin. Ce soir, Yankel a froid. Il n'a pas le choix. Il met son courage dans sa main, il ouvre la porte de l'auberge, il salue Shimon qui ne se retourne même pas. Voix tremblante égale schnorrer. Schnorrer égale passe ton chemin. Si je laisse entrer ce pauvre, il se réchauffera au coin du feu. Et moi, le jour du Yom Kippour, du grand pardon, j'aurai fait ma mitzvah, ma bonne action. Entre et réchauffe-toi. Quand tu seras sec, tu repartiras. Tout doucement, tout ruisselant, Yankel s'approche du feu. Du bout des fesses, il s'assoit. Le feu réchauffe ses habits, réchauffe sa peau, le feu réchauffe ses os, réchauffe son cœur. Il s'enfonce dans sa chaise, il s'enfonce dans le sommeil. Il rêve. Il rêve qu'il flotte dans les airs au milieu d'une odeur alléchante, appétissante de yor. Il rêve que l'odeur du yor, la soupe de poulet, s'insinue dans ses narines, traverse les pores de sa peau, dilate ses poumons. Il rêve qu'il plonge dans la marmite et qu'il mange tellement de soupe qu'il a le ventre plein, gonflé, qu'il explose. Il rêve et il se réveille en sursaut. L'odeur persistante est bien là. En face de lui, sur la cheminée, une marmite pleine de soupe de poulet. Donc on ne peut pas laisser passer ça. Dis donc, Shimon, ça sent bien bon chez toi, qu'est-ce que tu nous mijotes? Ce serait pas du yor que tu es en train de cuisiner? Tu sais, cette odeur, j'en ai pas mangé depuis des années, mais je la reconnaîtrais entre mille. Et puis, ta soupe de poulet est connue dans tout Moscou pour être l'une des meilleures, c'est ça, hein? C'est du yor que tu es en train de cuisiner, hein? C'est ça, Tu m'empêches de travailler, les clients vont bientôt arriver. Tu es sec, il est temps que tu t'en ailles. Quand même, si dans ton immense mansuétude, tu me laissais goûter une cuillère ou deux, ou disons trois, on sait jamais. Il est peut-être trop salé, tu sais, j'ai pas les fins et tes clients seraient mécontents. Je te dis que c'est pas du yor, c'est une marmite avec quelques chemises sales que j'ai mis là à bouillir. Mais Shimon, si dans cette marmite, il y a des chemises sales, et ben moi, je suis le plus grand rabbin de Moscou. Je n'ai pas de compte à rendre à un schnorrer. Va-t'en, tu es sec, tu connais la sortie. Yankel baisse les yeux. Il aimerait dire à Shimon, oui, je sais, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de cuisine, je ne peux pas me faire du yor, mais je sais encore en reconnaître l'odeur. Oui, je sais, je suis un schnorrer, mais je mérite d'être traité avec dignité. Il ne dit rien. Il enlève sa veste, il retire délicatement les boutons de sa chemise, et sa chemise, il la jette dans la marmite. Vois-tu, Shimon, puisque tu laves des chemises sales, tu peux bien laver la mienne, qui n'est plus très propre. Sur ce, il s'en retourne dans la rue. Il n'est pas délesté de sa faim, mais son cœur est délesté d'un poids. Oui, peut-être que les choses sont bien faites en ce monde. Mais un petit coup de pouce est parfois nécessaire pour qu'elles aillent encore mieux. Et vous? Qu'en pensez-vous? Yeppa! Hop, 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 hop!
Yankel retourne dans son quartier, dormir sous un porche, en bas de chez Cava, à quelques mètres de la boutique du tailleur. Enfin, quand je dis boutique, ça fait longtemps que le tailleur, justement, il a fermé boutique. Et que ces journées, il les passe au café à noyer son chagrin dans l'alcool. L'année dernière, Shimon a marié sa fille Léa. Léa, son petit bouton d'or. Léa, sa lumière dans la nuit. Léa, son billet de 1000 parmi ceux de 100. Il a dépensé sans compter. Il est au plus virtuose des virtuoses de tous les Klasmerines, au plus fin cuisinier. Il a invité toute la haute société, qui n'a toujours pas fini encore aujourd'hui de parler de ce qui fut le plus beau mariage de tous les temps. C'était divin, somptueux, les décorations extraordinaires, les mets délicats, raffinés. Et la mariée, elle a changé de tenue combien de fois dans la soirée? 10, 15, 20 fois. Il y en a un pour qui ce mariage ne reste pas un bon souvenir. Lui, c'est le tailleur. Il a passé des mois à imaginer, à coudre, à retoucher toutes ses robes, à subir les caprices des uns et des autres, et tout ça pour pas un copec. Shimon a toujours refusé de lui payer ses robes. Le tailleur a fait faillite. Et des robes, il en avait confectionné. Des dizaines et des dizaines. Des robes pour tous les goûts, pour toutes les saisons, des robes pour le jour, pour la nuit, pour sortir, pour rester à la maison, pour aller en forêt, pour aller en ville, des robes de toutes les couleurs, bariolées avec des fleurs, sans fleurs, des robes à n'en plus finir. Un jour, Reib Moshe décide qu'il est grand temps de donner un petit coup de pouce à tous ceux qui en ont besoin et de donner une petite leçon à Shimon. Il va donc trouver le tailleur au café. Lui demande s'il pourrait lui dresser la liste de toutes les robes qu'il a confectionnées l'année dernière pour le mariage de Léa. S'il peut dresser cette liste, bien sûr qu'il peut. Toutes les nuits, il y pense, toutes les nuits, il en rêve. Le tailleur lui dresse la liste, et puis Reib Moshe lui demande de lui faire confiance. Retourne à ton atelier et attends. Quand Léa viendra te trouver, ne lui pose aucune question et ne lui parle pas de moi. Quand Shimon, son père, viendra te trouver, ne réponds à aucune de ses questions. Contente-toi de lui demander de te payer ce qu'il te doit. Le tailleur se lève d'un bond, remercie Moshe, s'en retourne dans son atelier en gambadant comme un jeune homme. Rabbi Moshe se rend chez la fille de Shimon, Léa. Il en profite pour admirer ce beau quartier de Moscou et toutes ces belles demeures. Il est arrivé. Il sonne. Il se présente comme un envoyé de son père. Votre père a fait de très bonnes affaires ces mois-ci à l'auberge, et pour fêter ça, il a décidé de vous faire entièrement de nouvelles robes. Quant aux robes qui ont été faites l'année dernière pour votre mariage, il a décidé de les donner à une pauvre orpheline. Shimon, son père, donnait toutes ses robes à une orpheline. Ce monsieur se trompe de maison. Jamais son père ne ferait une telle chose, c'est mal le connaître. Et pourtant, Reib Moshe lui tend la liste. Tout y est, du nombre de robes et leurs couleurs aux plus insignifiants détails. Il n'y a plus aucun doute. On dit souvent qu'avec l'âge, on devient plus sage. Et puis après tout, elle ne va pas refuser de nouvelles robes. Votre père vous demande aussi de vous rendre vous-même chez le tailleur pour faire votre nouvelle commande et surtout pour verser un acompte. Léa laisse Reib Moshe au pas de la porte. Elle monte au premier étage chercher les robes. 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a tellement qu'elle ne parvient même plus à voir ses pieds. C'est à peine si ses yeux sont dégagés. Reib Moshe voit une monstrueuse créature descendre les escaliers, traînant ses tentacules de tissu derrière elle. Tenez, il y en aura bien assez pour cette orpheline. Reib Moshe s'agenouille, plie soigneusement les robes
et les met dans de grands sacs. Léa, sans un au revoir, lui passe dessus, le bouscule, renverse un sac au passage. Elle trébuche, réajuste sa robe et serre contre elle sa sacoche remplie de billets et s'en va en direction de la boutique du tailleur. Arrivée devant l'atelier, elle sort un mouchoir. Une odeur de renfermé lui monte aux narines. Il fait sombre. L'atelier semble à l'abandon. Plus aucun tissu, plus aucun fil, plus aucune aiguille. Juste une machine à coudre et quelques cintres sur une poderie où traînaient encore, il y a quelque temps, ses anciennes robes de mariage. Une porte s'ouvre. Elle sursaute. Le tailleur. Il se regarde un instant sans parler. Comment ose-t-elle se présenter à moi après avoir causé ma perte? Comment se fait-il qu'il ne me jette pas dehors? Mon père a toujours refusé de lui payer ses robes. Le tailleur se souvient de la promesse qu'il a faite à Raib Moïse. Elle s'avance. Il sourit. Elle ouvre sa sacoche. Il prend sa commande Et elle verse la compte. Raib Moïse a encore des choses à faire. Il va trouver Kava pour lui donner toutes les robes de la part de Shimon. Oui, oui, c'est bien Shimon qui lui donne ses robes. Et puis, pour lui annoncer qu'elle n'a plus à s'en faire, il va s'en occuper de son mariage avec Leiser. Kava saute au cou de Raib Moïse et s'empresse d'aller annoncer la bonne nouvelle à Leiser. Ça y est, ils vont se marier. Kava écrit une lettre à son oncle Yakov à Odessa pour l'inviter à son mariage. Mais de son côté, Shimon est bien décidé à découvrir qui a orchestré toute cette machination contre lui. Il quitte son riche quartier pour se rendre dans le quartier pauvre de Moscou. Et quelle n'est pas sa surprise de voir qu'il est accueilli avec honneur et gratitude. Oui, contre toute attente, tout le monde le remercie pour sa générosité. Chose inhabituelle. Tout le monde le remercie d'avoir donné toutes les robes de sa fille à une pauvre orpheline. Là, c'est la meilleure mitzvah de toute sa vie. Et même si ça lui déchire le peu de cœur qui lui reste, il ne va pas nier. Il préfère accueillir les honneurs. Il accueille les honneurs et avec la rage au cœur, il se rend dans la boutique du tailleur. Il ouvre brusquement la porte. La boutique est transformée. Elle a repris vie, des couleurs, de la lumière. La machine est réparée. On entend le cliquetis des ciseaux. Le tailleur sourit. Aux menaces, aux cris, aux questions de Shimon, comme promis avec Raib Moïse, il ne répond pas. Il se contente de lui demander de lui payer ce qu'il lui doit. Et Shimon est bien obligé de ravaler son orgueil, de mettre la main en porte-monnaie et de payer.
Yaakov a reçu l'invitation au mariage de sa nièce. Mais il faut savoir qu'en ce temps-là, les Juifs d'Odessa étaient assignés à résidence. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de voyager, de prendre le train sans avoir une autorisation spéciale. Yaakov va donc se renseigner sur les documents à fournir pour obtenir cette autorisation. Justificatif d'identité et justificatif de domicile du demandeur. Lettre signée du demandeur, attestant sur l'honneur de voyager pour un motif légal. Nom et adresse du demandeur. Non, nom et adresse de la personne accueillant le demandeur à Moscou. Lettre signée de 3 personnes respectables, non juives, attestant sur l'honneur de la respectabilité du demandeur. Heureusement, Yaakov est un homme très apprécié. Il obtient donc sans trop de difficultés les attestations de respectabilité. Et quand il a fini de remplir tout son dossier, c'est d'un pas décidé qu'il se rend à l'administration compétente pour effectuer les démarches relatives à l'obtention de cette autorisation. La préposée à l'accueil regarde méthodiquement son dossier, puis il lui indique qu'il doit se rendre au bureau 212 pour vérification. La préposée au bureau 212 l'informe qu'il doit maintenant se rendre au bureau 313 pour répondre à un questionnaire. La préposée au bureau 313 l'informe que le quota d'attribution de questionnaire a été atteint aujourd'hui et qu'il doit donc revenir demain à la première heure pour le remplir. Le lendemain, à la première heure, Yaakov vient donc remplir le questionnaire au bureau 313, puis la préposée lui indique qu'il peut maintenant se rendre au bureau 405 pour effectuer les signatures. La préposée au bureau 405 l'informe que sans le formulaire qu'il doit aller chercher au bureau 506, elle ne peut pas signer son autorisation. Malheureusement, aujourd'hui, le bureau 506 est exceptionnellement fermé. Le lendemain, Yaakov va chercher le formulaire au bureau 506, le remplit, la porte à la préposée du bureau 405, qui observe avec attention l'ensemble de son dossier et qui lui signe son autorisation de voyager à Moscou. Ça y est, Yaakov est dans le train. Installé confortablement, il observe les passagers du compartiment. Surtout ce jeune homme assis en face de lui, qui n'a pas du tout l'air d'un paysan. Mais s'il est monté à la même section que lui, il est forcément juif. Puisque dans ce quartier, il n'y a que des juifs. Mais s'il est juif, où va-t-il? Il ne peut pas aller à Moscou, sinon il l'aurait forcément croisé au bureau 405, 506, 213 ou 312. Il doit aller à Samvet. Et pourquoi irait-il à Samvet? Pour rendre visite à sa famille. Alors à sa connaissance, il n'y a que 2 familles juives à Samvet, les Bergstein et les Steinberg. Mais les Bergstein sont réputés pour être exécrables au possible. Personne n'aurait envie de leur rendre visite, même pas à leurs propres enfants. Quant aux Steinberg, ils n'ont que des filles. Ça doit être un de leurs gendres. D'après ses souvenirs, l'aînée Sarah a épousé un homme, un charmant avocat originaire de Budapest. Quant à la cadette, Esther, elle a épousé un homme d'affaires de Zadomir. Ce jeune homme n'a pas du tout l'air d'un homme d'affaires, ce doit être le mari de Sarah. Comment s'appelait-il déjà? Alexandre Cohen.
Mais avec toute la bande antisémite qu'il y a à Budapest, il a forcément dû changer de nom pour pouvoir travailler. Et pour changer de nom, il faut avoir un statut spécial. Peut-être docteur d'université. Et comment les Cohen changent de nom déjà? Kovac. À ce stade, tout est clair comme de l'eau de roche pour Yakov. Alors, il se jette à l'eau. Comment allez-vous, cher docteur Kovac? Très bien, merci. Vous connaissez mon nom? Oh, mais bien sûr, mon petit, je vous ai tout de suite reconnu. À ce propos, comment va Sarah? Figurez-vous que moi, je me rends au mariage de ma nièce Cava, une enfant extraordinaire. À Moscou, on n'attend plus que Yakov pour commencer la cérémonie du mariage. Qu'elle est belle, Cava, dans sa belle robe. Elle s'imagine déjà Yakov l'accompagnant jusque sous la roupa. Elle s'imagine déjà, elle et Leiser, s'échanger les bagues. Tous les invités sont là, impatients. Les enfants chahutent dans la synagogue, sous l'œil bienveillant du rabbin. Yakov fait son entrée. Besser, dir not gresser, Greich hat mir Gott gemacht, Glück hat mir gebracht, Hurjats Kinder ganze Nacht, die Mädchenke ausgegeben, die Mädchenke ausgegeben, die Mädchenke ausgegeben, die Mädchenke ausgegeben, Jappa! Quel beau mariage! On danse, On chante. on mange du yor. Quel régal pour Yankel. Il en mange tellement qu'il a le ventre qui craque. Qu'est-ce qu'on rit aux blagues des Batkanim. Et les Batkanines, ils en ont un sacré répertoire de blagues. Et celles qu'ils préfèrent raconter au mariage, c'est les histoires de chatte canine. Oui, parce que vous ne savez peut-être pas, mais à l'époque, il n'y avait pas Mythique à Dr Mac et tous ces sites de rencontres. Et quand on voulait se marier, qu'on était seul, qu'on trouvait personne, et ben, on allait voir un chat-can. Et justement, il y a cet homme plutôt jeune, pas très futé, enfin, même plutôt bête, au point que tout le monde l'appelle le nigo. Eh bien, le nigo, il veut se marier, et va donc trouver un chat-can. Le chat-can réfléchit un instant à quelle demoiselle pourrait convenir à ce prétendant un peu particulier. En ce moment, dans le shtetl, il y en a plusieurs des jeunes filles en âge de se marier. Il lui dresse le portrait de quelques-unes d'entre elles, mais le nigo, très vite, s'impatiente. Lui, ce qu'il veut, c'est une jeune fille jeune. Une fille qui soit belle et jolie à la fois, qui soit intelligente et pas bête, qui sache faire du piano avec les deux mains, et aussi qui sache jouer du violon avec des cordes,
et un archer. Le Chatcan a bien sa petite idée. Le seul hic, c'est qu'une fois dans l'année, elle perd la raison, elle devient folle, mais ça dure pas longtemps, 15 à 20 minutes, tout au plus. Le nigo est aux anges. C'est la femme de sa vie. Il veut l'épouser. Qu'on lui présente. Qu'on établisse le contrat de mariage. Wow, 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 mon ami. Il va falloir attendre un petit peu, là. Pas longtemps. 10 mois, 15 jours, 3 heures et 20 secondes. Bah oui, tu te doutes bien qu'il faut attendre qu'elle soit folle pour accepter ta demande en mariage. Il y a un Chatcan qui a justement une jeune fille à proposer à un jeune homme. Mais c'est la fille du boulanger. Elle est boiteuse. Oui, c'est une chance, n'est-ce pas? Tu pourras aller où tu veux, elle ne te suivra pas. Mais enfin, elle est muette. Effectivement, quel bonheur d'avoir une femme muette et qui n'est pas toute la journée en train de faire ses jérémiades. Permettez, mais elle est sourde. Hein. Mais oui! Tu te rends compte? Tu pourras dire ce que tu veux, elle n'entendra rien. Elle est myope comme une taupe, la fille du boulanger. Extraordinaire. Tu feras ce que bon te semble, elle n'y verra que du feu. Mais enfin, elle est épileptique. Bon, écoute mon petit, faut bien qu'elle ait quand même un petit défaut. Il y en a une qui n'a pas eu besoin d'un Chatcan. Elle n'a d'ailleurs pas eu besoin d'être mariée pour tomber enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, eh bien, aux questions pressantes de son père, sa mère, son oncle, ses tantes, ses frères, ses sœurs, de tout le voisinage, elle a répondu que le père de cet enfant, eh bien, c'était le rabbin. Comment ça? Mais c'est impossible, c'est inadmissible, c'est improbable. De rumeur en rumeur, la rumeur est arrivée aux oreilles du rabbin qui a convoqué la jeune fille à la synagogue et qui lui a demandé qui était le père de cet enfant. Mais enfin, c'est vous, monsieur le rabbin. Comment ça, c'est moi? Mais ça n'a ni queue ni tête, mon enfant. Mais oui, mais souvenez-vous, l'autre fois, quand ma tante est venue vous voir, elle voulait tomber enceinte, elle n'y parvenait pas, et vous lui avez donné de l'eau bénite. Et moi, j'en ai bu, mais j'ai pas fait exprès. Mais mon petit, pour tomber enceinte, il ne suffit pas d'eau bénite, il faut aussi un homme. Mais enfin, monsieur le rabbin, les hommes dans le shtetl, c'est pas ce qui manque. De blague en blague, de chant en chant, de danse en danse, le mariage touche à sa fin. Le jour va bientôt se lever. Il ne reste que quelques convives, Yankel, le schnorrer et le tailleur, qui ont discuté toute la nuit. Le tailleur a même proposé à Yankel de devenir son apprenti. Il y a aussi quelques Klesmerine, et puis Reib Moshe Leib. Les Klesmerine jouent une musique triste et joyeuse à la fois. Une musique si belle que quand Reib Moshe l'entend, il fait un vœu. Le jour de ma mort, j'aimerais qu'on m'accompagne à ma dernière demeure avec cette mélodie. Jeune fille, je veux te demander, qu'est-ce qui peut grandir sans pluie? Qu'est-ce qui peut brûler sans finir? Et qu'est-ce qui peut pleurer sans larmes? Résonne bala, résonne bala, résonne balalaïka. Résonne bala, résonne bala, résonne balalaïka. Résonne balalaïka, joue la balalaïka, résonne balalaïka, soyons heureux. Pauvre garçon, qu'as-tu à demander? Une pierre peut grandir, grandir sans pluie. L'amour peut brûler, brûler sans finir. Un cœur peut pleurer sans larmes. Résonne bala, résonne bala, résonne balalaïka. Soyons heureux.
qui est plus haut qu'une maison? Qu'est-ce qui est plus rapide qu'une souris? Qu'est-ce qui est plus profond qu'un puits? Qu'est-ce qui est plus amer que la bile? Résonne balalaïka. Joue la balalaïka, soyons heureux. Une cheminée est plus haute qu'une maison. Un chat est plus rapide qu'une souris. La tombe profonde qu'un puits. La mort est plus amère que la bile.